Un toit dans le monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de l'émission Un toit dans le monde. Bienvenue sur Radio Imo, on est ravis de vous retrouver. Une émission qui nous fait voyager aux quatre coins du monde. Alors si je vous dis maillot à 4 étoiles, si je vous dis pizza, linguini alle vongole, Milan et sa Fashion Week, bon, vous y êtes, hein, le Colisée, oui évidemment. On part en Italie aujourd'hui. On va découvrir ce magnifique pays. Pour cette émission, je suis comme d'habitude avec André Périssel. Bonjour André. Bonjour Bérénice. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Je rappelle que vous êtes président de l'agence Étoile. Et pour ce numéro, nous sommes avec un invité en plateau qui est Olivier Principal. Bonjour. Bonjour Bérénice, bonjour André. Bonjour Nouveau Olivier. président de la FNIM Grand Paris, fraîchement élu. On va en discuter dans quelques instants. Et en visio, nous sommes à Milan avec Fabiano Testa. Bonjour Fabiano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Alors vous parlez français, je crois, hein, Fabiano. Oui, tout à fait. C'est mieux, c'est mieux. Vous êtes donc CEO de International Home Network et consultant en immobilier international. Et donc avec vous, on s'intéressera au marché immobilier italien. Avant tout, André, nous allons commencer avec le rapport des Français avec leur logement. Un toit dans le monde, l'actualité de l'Agence Étoile. Voilà, le rapport de la Fondation Abbé Pierre vient de tomber. C'est le 28e sur l'état du mal-logement en France. L'année 2022 a été marquée par une hausse des prix inédite depuis 30 ans. La facture du logement est alourdie par les dépenses énergétiques et de nombreux ménages modestes doivent régulièrement choisir entre se chauffer, manger et payer leur loyer. Les locataires continuent de payer leur loyer et le nombre d'impayés est stable. Mais à quel prix ? Les Français sont 44% de plus qu'il y a 20 ans à se priver de chauffage à cause de son coût. 20% sont plus nombreux à être hébergés chez des tiers et 25% de plus à subir un effort financier excessif pour payer leur logement. 6% de plus à se serrer en surpeuplement accentué. Donc la situation, pour ainsi dire, s'est plutôt aggravée depuis 20 ans. D'autres indicateurs montrent une amélioration en ce qui concerne le confort sanitaire de base. La qualité des logements s'est améliorée et 99% des logements disposent désormais d'eau courante, de WC intérieur et de chauffage. C'est quand même une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Mais d'autres critères que le confort sanitaire s'imposent. On passe à l'inconfort thermique, les infiltrations d'eau, le bruit ou l'humidité, qui ont des conséquences avérées sur la qualité de vie et la santé. La Fondation Abbé Pierre et les professionnels de l'immobilier dénoncent ce manque de volonté politique, et nous le verrons peut-être tout à l'heure avec Olivier Principal. Pour s'attaquer à ce vaste chantier du logement, les pouvoirs publics doivent de façon urgente mener une politique de soutien et de relance. Et oui, et pourtant ils le savent, hein, puisque Olivier Klein l'a déclaré, le logement est la prochaine bombe sociale. Tout de suite, la parole à nos experts. Un toit dans le monde, la parole aux experts. Et on va donner la parole à notre premier expert, André, Olivier Principal, nouveau président de la FNIM Grand Paris. Alors Olivier, vous venez d'être élu président de la FNIM du Grand Paris et en même temps membre du bureau fédéral de la FNIM. Toutes nos félicitations. Merci. Vous avez beaucoup de chantiers à aborder. Dans un premier temps, les conséquences de la nouvelle réglementation sur les diagnostics de performance énergétique. Quels impacts sur le marché immobilier et quelles actions engagées ? Alors, il est vrai qu'on touche à la prochaine bombe sociale. Là, on y va effectivement bien en direction du mur. C'est bien qu'Olivier Klein y pense, mais il faudrait surtout maintenant agir pour que les choses changent. Sur ce bien principal des Français, moi, ce qui m'inquiète,
malgré cette augmentation de la décence et des conforts des logements, ce qui m'inquiète, c'est l'interdiction de louer qui rentre aujourd'hui dans les critères de décence, et notamment le sujet de la performance énergétique des logements. C'est une vraie problématique parce qu'il y a un décret qui va bientôt sortir, qui vient encore renforcer les critères de décence des logements et les critères d'habitabilité. C'est-à-dire qu'on va encore réduire, malgré des constats positifs sur la qualité des logements, on va encore réduire l'accès au logement. Dans un marché déjà ultra tendu. Donc ça sort des logements en fait, du parc locatif. Alors, non seulement l'indécence énergétique va sortir encore des biens du marché, faut savoir quand même que rien que sur Paris intramuros, les 2/3 des logements seront frappés d'une interdiction d'habiter dans les 10 ans qui viennent. Les 2/3. Où est-ce qu'on va mettre les franciliens ? Sommes-nous capables de rénover les 2/3 de logements de Paris en 10 ans ? Bien évidemment, ça n'est pas possible. Donc, on va avoir une bombe sociale réelle si les pouvoirs publics ne révisent pas leur calendrier. Maintenant, pour les professionnels de l'immobilier, la première problématique que nous avons en transaction, c'est qu'on a un immobilisme qui se met en place. On a des arbitrages qui se passent par les propriétaires qui ne savent pas s'ils veulent continuer à louer, s'ils veulent mettre leur bien en vente. Donc du coup, on va avoir une baisse des prix. On va avoir une marge de négociation plus importante et on va avoir une problématique, c'est que pour pouvoir revaloriser les biens qui sont frappés d'indécence, il faut des solutions. Et les solutions pragmatiques, c'est d'avoir des entreprises RGE qui sont insuffisamment nombreux sur le territoire et d'avoir un calendrier qui s'applique. Voilà. Donc, on est très vigilant au niveau de nos professionnels pour accompagner les agences immobilières qui sont là pour conseiller les clients. À côté des administrateurs de biens qui, eux, doivent faire face à une problématique d'arbitrage des patrimoines immobiliers des Français qui sont frappés d'interdiction de louer, ce qu'il faut bien évidemment ne pas se dessaisir de l'offre locative. Et pour les syndics de copropriété, on a un rôle incitatif qui est d'accompagner les copropriétés dans la rénovation énergétique pour que tout le monde ait entre les mains les outils qui permettront de faire face à ces enjeux. Et donc la FNAIM a une action dans ce sens. J'ai vu que vous étiez avec le président Louis Quentin, avec le ministre. Est-ce qu'il y a des avancées ? Est-ce que c'est négociable ? Alors, le ministre ne veut rien négocier. Tout le monde est conscient du problème, mais surtout, ne bougeons pas les lignes. Avec ça, on va pas beaucoup avancer. Mais qu'est-ce qu'ils disent, les politiques, quand vous leur dites ça, quand vous leur expliquez ? C'est quand même pas compliqué à comprendre. Ils vous disent, oui, c'est vrai, on l'a entendu, oui, c'est vrai, mais le calendrier est ce qu'il est, c'est une loi. Donc, vous parlez du calendrier de la loi climat et résilience, qui d'ailleurs, on peut le rappeler, est une loi qui a prévu qu'en moins de 18 mois, on allait frapper d'interdiction de louer un certain nombre de logements. Mais est-ce que ça a commencé, parce qu'il n'y a pas eu d'études d'impact. C'est une loi qui a été faite sans études d'impact. Tout le monde, n'importe quel professionnel aurait été capable de dire que c'était pas possible de rénover autant de logements en si peu de temps. Donc, on a ce calendrier qui est ici. Alors, il y a beaucoup de pragmatisme. Nous, ce qu'on craint, c'est qu'en fait, les propriétaires bailleurs sortent de l'intermédiation faite par les administrateurs de biens, qui sont quand même les garants du respect des normes d'habitabilité et de la relation entre le bailleur et le locataire, sortent de ce marché-là et en fait mettent leurs biens sur un marché qui est complètement déréglementé. Et donc du coup, on va se retrouver comme le Airbnb avec de la spéculation, avec des biens qui ne feront plus l'objet de contrôle. Et c'est là-dessus qu'on veut se battre. Donc on veut absolument, et on rencontre beaucoup le gouvernement en ce moment, les services du budget, les services de la transition écologique, parce que on ne peut pas se permettre de réduire l'offre. On a des Français à loger. Et c'est vrai que ce calendrier tombe mal, puisqu'on est en pleine crise internationale. Crise de l'énergie, l'inflation. Les Français, la plupart, n'ont pas les moyens de faire ces travaux de rénovation. Oui, puis on a des dispositifs d'aide et de subventions qui sont inadaptés, qui sont illisibles. On n'a pas les sources de financement et on n'a pas les entreprises. Donc on ne peut pas relever. Je pense que les Français ont envie d'améliorer la qualité des logements. Il n'y a rien à dire. Les professionnels ont envie d'accompagner leurs clients dans cette transition écologique, mais on n'a pas les moyens adéquats pour ce grand chantier. Alors vous avez aussi quelques dossiers de défense de la profession, les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les syndics. Alors, c'est des dossiers qui me touchent particulièrement à cœur, parce que c'est vrai que quand on a autant d'asymétrie de concurrence aujourd'hui, on n'en a jamais eu autant. On a des plateformes qui sortent dans tous les coins, des plateformes déréglementées qui n'apportent aucune garantie aux consommateurs, que ce soit en matière d'assurance, de garantie financière ou de respectabilité. Et donc du coup, on a deux marchés. On a le marché des professionnels loi Hoguet qui se sont engagés pour défendre le consommateur et qui sont engagés
engagé via la loi Hoguet. Et puis à côté, on a tout un tas de plateformes déréglementées qui sortent du carcan du contrôle des consommateurs. Il n'y a pas de DGCCRF, il n'y a pas de contrôle Tracfin, il n'y a rien. Et en fait, on a tout ce marché spéculatif à côté des professionnels qui se développe et pour lequel les pouvoirs publics sont complètement débordés, dépassés. Donc on veut absolument régler ces problématiques de concurrence, ça en fait partie, parce qu'on ne veut pas que les professionnels de l'immobilier soient le parent pauvre du libéralisme. On nous contrôle nos honoraires, on nous contraint avec des honoraires de location qui sont les mêmes depuis 2014. On n'a jamais vu ça. Les pouvoirs publics ne respectent pas les engagements de revoyure en matière de refixation des prix. Donc, à partir du moment où on respecte pas les engagements, pourquoi nous, en tant que professionnels, on accepterait d'être le moteur de la rénovation énergétique, mais aussi de regarder un marché qui se crée à côté, qui ne respecte pas le consommateur et pour lequel il n'y aura aucun contrôle. Donc effectivement, on monte au créneau avec le président Loïc Quentin et avec la FNAIM Grand Paris. On va aller fort à partir de cette année pour que on puisse être entendu et que les professionnels de l'immobilier soient les vrais tiers de confiance sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Merci Olivier. Merci. Bravo. Merci beaucoup Olivier, merci André. C'est le moment de prendre la direction de l'Italie. Nous allons à Milan. Un toit dans le monde, la destination du mois. Et nous retrouvons Fabiano Testa. Rebonjour Fabiano. Comment allez-vous? CEO international Home Network et consultant en immobilier international. Alors nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En Italie, comment se porte le marché immobilier? Quelle est l'activité en ce moment en Italie? Alors, il y a plusieurs Italiens à la limite côté immobilier. Dans le sens que déjà, si on connaît l'Italie, on sait qu'il y a l'Italie du Nord, l'Italie du Sud, il y a il y a différentes économies. L'économie marche à deux niveaux, mais au niveau de l'immobilier, on dirait aussi que, par exemple, Milan est différent de l'Italie du Nord, donc du coup, plusieurs Italies sur plusieurs aspects qui vont pas dans le même sens. Généralement, je dirais que le marché immobilier italien a subi la dernière crise beaucoup plus que la France et d'autres pays du nord de l'Europe. Et donc, les prix ont baissé en 2013 de beaucoup, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine reprise. Le marché est suffisamment bon marché pour remonter et surtout, comme locomotive de tête, Milan, qui est monté énormément depuis les années 2015 à l'Expo internationale. Donc, du coup, par exemple, des prix avec une moyenne de 3 000 euros au mètre carré sont passés à 4 000 et quelques euros au mètre carré. D'accord. Et par contre, il y a différents marchés à l'intérieur. Milan marche sous la valeur qui monte. Il y a d'autres marchés qui sont intéressants pour l'immobilier en Italie, plutôt pour des opérations ou pour prendre la valeur dans le temps ou en tant que marchand de biens, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche. Et alors là vous avez parlé des prix. Qu'en est-il de l'accès au crédit? Alors vous le savez peut-être, en France c'est assez compliqué depuis l'été dernier. Qu'en est-il en Italie? Est-ce que c'est la même chose? Alors j'ai l'habitude de dire que les gens ont toujours l'impression que les jardins du voisin soient plus verts que les siens. Alors en France on se plaint du problème de crédit. La France c'est plutôt je pense dans les pays où c'est le plus facile d'avoir des crédits en Europe. Ouais. Après, on en a quand même conscience en France. On sait qu'on a des taux relativement bas. Et c'est plus facile qu'en Italie. En Italie, c'était déjà très difficile d'avoir des crédits. Aujourd'hui, ça l'est encore un peu plus. Ça monte un peu. Et les taux, un peu plus haut qu'en France parce qu'on est fixé sur le rebord, donc après c'est des questions techniques, mais juste c'est un peu plus difficile, un peu plus cher. Donc du coup, ça risque de bloquer un peu le marché immobilier, bien sûr. On se demande jusqu'où ça va aller. Après, pour des investisseurs étrangers qui viennent vers l'Italie, c'est un peu différent, c'est des non-résidents. Donc du coup, ils arrivent souvent avec plutôt pas mal d'apports. Ouais. Et après, bon, c'est étudié si c'est du marché locatif. Mais oui, ça risque de bloquer les marchés de l'immobilier. Mais il y a beaucoup plus la partie énergétique, bonus énergétique et tout ça.
qui a fait du bien dans les dernières années et qui risque de faire du mal à l'avenir. Alors, on va y venir dans quelques instants à cette ce fameux diagnostic de performance énergétique. Là, quand vous parliez des taux qui augmentent, est-ce que vous pouvez nous dire quelques chiffres? C'est quoi des taux qui augmentent en Italie? Là, actuellement, vous êtes à combien? Je dirais que Alors, il y a une différence en Italie si on achète pour une résidence principale ou non principale. Il y a des aides d'État qui font varier beaucoup. Par exemple, vous pouvez être à 4,5% normal et à 2,5% si c'est votre résidence principale, ou à 3% si c'est votre résidence principale. Pour des questions d'aide de l'État, donc c'est un peu différent. Mais je dirais qu'on devrait être plus ou moins un point de plus qu'en France, je dirais, en général, entre les deux. Et puis c'est un peu plus difficile d'y accéder aussi au crédit. D'accord. Tout à l'heure, vous évoquiez les investisseurs étrangers. Quelles sont les nationalités des investisseurs qui choisissent l'Italie? Alors, bon, il y a Alors, ça dépend aussi des lieux. Il y a beaucoup de diaspora italienne de l'étranger parce qu'il y a beaucoup d'avantages fiscaux à revenir. On a jusqu'au 70%, 90% d'abattement fiscal si vous venez vivre en Italie et vous installer en Italie. En général, même si vous êtes étranger, mais ça marche encore plus sur les Italiens qui ont vécu à l'étranger, qui reviennent. Donc après, il y a pas mal d'Anglais en ce moment qui arrivent ou d'anciens résidents londoniens qui se déplacent en Italie vers Milan plutôt. Il y a pas mal d'almanophones qui sont vers les lacs des Gardes et toute la partie qui est plus bas de l'Autriche, un peu plus bas de l'Autriche. Pas mal d'Américains, mais pas autant en tant que, je veux dire, pas en quantité suffisante pour faire de la statistique, mais dans certaines régions comme la Toscane, ils sont bien présents à Rome. Bon, après, vous savez, les marchés italiens sont très variés, les villes d'art, les villes économiques, donc du coup, ils ont leur type de clientèle. Et alors, tout à l'heure, vous évoquiez les pouvoirs publics. Ils ont mis en place des incitations pour que justement ces étrangers investissent en Italie. Est-ce que c'est efficace? Alors, au démarrage, ça ne l'était pas. La période que vous connaissez, par exemple, qui a fait pas mal parler pour le Portugal. En Italie, les bénéfices n'étaient pas encore là, les avantages n'étaient pas encore là, mais ils ont commencé par la suite et là, ça marche pas mal. On les voit sur le terrain après les premières années qui a été compliquées d'application. Pas mal de Londoniens, des gens qui habitaient à l'étranger, ils sont revenus vers l'Italie, des stars de football aussi, parce que, voilà, comme je disais, il y a un abattement fiscal sur les revenus jusqu'au 70%, jusqu'au 90%, et dans la plupart des cas, 70%, qui est quand même non négligeable. Et pour les gros capitaux, style star de football ou vendeur de start-up, donc peut-être Olivier ou André un jour, il y a un autre niveau qui est encore plus intéressant et qui donc du coup permet de faire venir les financiers de la City ou d'autres personnes en Italie faire une activité. Et donc, du coup, ces gens-là, logiquement, rachètent de l'immobilier ou ils font des investissements. D'accord. Tout à l'heure, on en a parlé sur notre plateau du DPE, le diagnostic de performance énergétique mis en place par la loi climat et résilience. Est-ce que il y a la même chose en Italie? Vous évoquiez la rénovation énergétique qui bloquait maintenant. De quoi vous parliez? Qu'est-ce que c'est? Alors, oui. Alors, logiquement, la loi la direction qui fait qu'on a besoin d'avoir une amélioration énergétique est plus ou moins une contrainte européenne, ce qui fait que l'Italie, comme l'Allemagne, comme la France, l'ont. Après, ils l'appliquent d'une façon plus ou moins différente dans la façon d'essayer d'y arriver. Et disons que en Italie, cette question est encore est importante. Après, plus importante, par exemple, que l'Allemagne parce qu'il y a beaucoup moins d'institutionnels et le nombre d'institutionnels qui est par exemple plus présent en Allemagne fait que c'est plus facile d'aller activer
des rénovations énergétiques. C'est plus qu'en France, c'est plus qu'en Italie, où il y a une composition de propriétaires privés qui est beaucoup plus importante qu'en France, plus importante qu'en Allemagne. Et donc, du coup, aller chercher chaque propriétaire est plus difficile, lui donner des incentives suffisants pour qu'il arrive à réhabiliter sa maison. Par contre, dans les dernières années, les années qui viennent de nous précéder jusqu'au mi-février de cette année, il y a eu beaucoup de bonus qui voulaient faire redémarrer les bâtiments et une partie de ces bonus était fléchée sur la rénovation énergétique. Donc, on arrivait jusqu'au 110%, je dis bien 110, plus que 100%, de remboursement si vous faisiez des travaux qui permettaient de passer des deux catégories énergétiques votre logement. Cet dispositif a été bloqué mi-février parce qu'on a un peu excédé avec le budget à dépenser. Et donc, du coup, on doit le réviser. Il reste actuellement des bonus jusqu'au 50%. Après, vous pouvez obtenir ces 50% une fois que vous avez dépensé l'argent pour la rénovation, ou même, dans certains cas, au moins jusqu'au mi-février maintenant, savoir, vous pouvez l'obtenir en avance par la banque. Ça veut dire, vous pouvez céder, vous devez acheter pour 30 000 euros de fenêtres, et vous demandez à la banque de vous donner le bonus. Et la banque, après, l'aura auprès de l'État. Ou l'entreprise directement vous fera payer la moitié. Voilà. Donc, il y a des aides de ce type qui ont marché beaucoup, qui ont fait marcher l'immobilier dans les dernières 2-3 ans. Et là, ils sont remis en question parce que ils estiment qu'ils arriveront pas à couvrir le budget dans la direction voulue. Donc, du coup, il faut le redessiner, on verra. Mais c'est plus compliqué qu'en France pour certaines raisons. Oui, d'autre côté, il n'y a pas de blocage de loyer ou d'interdiction de louer suivant la lettre? Ah, heureusement, on n'est pas encore là. On n'est pas en France. C'est ça. Vous savez, pour avoir travaillé sur plusieurs pays, j'ai vu les dégâts qui ont fait les plafonds de loyer, par exemple, à Berlin. Oui. Après, bon, on peut avoir des idées différentes, ça peut aider à éviter certaines dérives, mais je dirais que quand je vois la situation dans laquelle ils sont certains immeubles à Berlin, parce qu'on a trop bloqué les loyers, et donc du coup on peut plus faire des investissements pour les renouveler parce que vous en avez simplement pas l'argent, et ça ne sert pas, ça n'a pas de sens économique. Logiquement, ça aide pas à améliorer. En Italie, il n'y a pas encore ces plafonds. Il y a des aides si vous faites des loyers plus bas, mais vous pouvez défiscaliser en tant qu'institutionnel et tout ça, mais pas plus. Et pour le moment, ça aide. C'est une des raisons pour lesquelles je viens plus souvent, disons. Est-ce qu'il y a toujours des Italiens pour acheter en France? Oui, mais il y en a un peu moins. Il y en a un peu moins parce que dans les années, on en a accompagné beaucoup, plusieurs centaines au moins. Et depuis 2013, 2014, disons que il y en a moins parce que l'Italie a mis des lois pour ne pas faire partir les capitaux. Ils sont partis ailleurs. La France est seulement défendue. Donc en France, on est moins bien lotis. Donc du coup, le capital italien est plus taxé qu'ailleurs. Et deuxième, parce que logiquement, on estime que le marché immobilier français, même parisien par exemple, il n'a pas de belles perspectives de montée, et il y a trop de problématiques côté investissement pour le loyer et tout ça. Donc, c'est pas forcément les marchés où investir, sauf pour dire j'ai un appartement à Paris, ça va protéger mon capital, mais ça va pas forcément me donner une bonne rentabilité, donc moins qu'avant. Eh bien, merci infiniment Fabiano Testa pour ce point sur le marché immobilier italien. On va faire tout de suite le point avec vous, André, sur ce qu'il ne faut pas louper, c'est l'agenda. Un toit dans le monde, l'agenda de l'Agence Étoile. Et André, vous nous faites rêver, nous partons sur la Côte d'Azur. Eh bien oui, le MIPIM à Cannes du 14 au 17 mars, c'est le salon incontournable de l'immobilier professionnel. 80 pays sont représentés, 2400 exposants, plus 20 000 participants et
Et nous y serons. Voilà. Un toit dans le monde, la conclusion. Et oui, l'émission se termine. Que peut-on retenir de ce numéro, André ? Eh bien, d'abord, un appel au gouvernement français pour une vraie politique du logement et des travaux de rénovation énergétique. Et puis, l'Italie, eh bien, on va dire que ça nous fait rêver. Et pourquoi pas aller investir à Milan ou à Rome. Eh bien, avec grand plaisir. Moi, déjà, je pense que je vais y aller pour un petit voyage romantique. Voilà. Merci, André Périssel. Merci à nos deux invités en plateau. Olivier Principal, merci beaucoup d'être venu en tant que représentant de la FNAIM. Et merci à Fabiano Testa en direct de Milan. Cette émission est évidemment à retrouver sur notre application et sur notre site internet Radio Imo. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouveau numéro de Un toit dans le monde. Un toit dans le monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.